Alors, retour sur nos enquêtes. Premier moment, premier énorme événement de cette semaine, c'était évidemment la disparition et l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné début octobre au consulat saoudien d'Istanbul. Depuis 2 semaines, on assiste à toute une série de révélations plus terrifiantes les unes que les autres. Pour en parler, Camille Lance, bonsoir. Vous êtes chercheuse, vous êtes spécialiste du Golfe Persique, vous êtes spécialiste de la péninsule arabique, et puis vous travaillez au Centre européen des relations internationales, un très gros centre d'études qui est basé entre Londres, Paris et qui a des bureaux un peu dans toute l'Europe. Et puis Thomas Cantaloupe, bonsoir, journaliste à Mediapart. Vous pouvez retrouver tous ces articles sur notre collègue saoudien Jamal Khashoggi et les circonstances de sa disparition. Thomas, quelles sont les dernières nouvelles? On a des éléments aujourd'hui qui sont assez abominables. Où on en est où? Les dernières nouvelles de l'enquête sont distillées un peu au fur et à mesure par la presse turque. Les dernières nouvelles qui étaient tombées ce matin dans la presse turque, qui ont apparemment été confirmées par le New York Times en fin de journée, c'est qu'une bande audio, un enregistrement audio existe d'une séance de torture, clairement, où Jamal Khashoggi arrive au consulat saoudien à Istanbul, est attrapé par une équipe d'une dizaine de personnes. Il commence à être torturé, puis très vite, on lui injecte un poison quelconque et ils entreprennent de le découper à la scie amputation. Ce qui correspond à ce qui a été dit depuis le début par la presse turque sur un commando, une équipe de 15 personnes, comprenant un médecin légiste très connu en Arabie Saoudite. C'était quelqu'un qui, notamment, faisait des autopsies lorsqu'il y avait des morts lors du pèlerinage à la Mecque. Donc un notable du pouvoir saoudien. Et commando qui, à en lire la presse américaine de ce matin, comprendrait des très proches de Mohammed Ben Salman, qui est le prince régnant. Voilà, le prince héritier. Le prince héritier. Celui qui a tous les pouvoirs en Arabie Saoudite aujourd'hui, même s'il n'est pas roi. Effectivement, la presse turque a publié ce matin les visages et les passeports des 15 Saoudiens qui sont arrivés le matin, repartis le soir de la disparition de Jamal Khashoggi. Donc voilà, il y a effectivement ce médecin légiste dont on a déjà parlé, et un certain nombre de proches qui ont été identifiés. On voit notamment un très proche du prince héritier qui l'accompagne dans tous ses voyages, qui a été diplomate un temps à Londres. Il y a des officiers de sécurité de l'armée saoudienne. Donc c'est des gens qui sont assez haut placés dans la hiérarchie. Et ce qui se disait depuis le début de l'affaire semble être ce n'est pas confirmé, mais c'est-à-dire que quelque chose d'une telle ampleur, avec des personnages aussi haut placés, n'a pu se produire et se dérouler qu'avec l'assentiment du prince héritier Mohammed Ben Salman, qui a le véritable pouvoir. On n'imagine pas que dans un État aussi hiérarchique, avec un tel respect de l'autorité, qui plus est l'autorité royale, une équipe de voyous, comme on dit, se mette à faire ça de son propre chef. Et alors, ces dernières informations, celles d'aujourd'hui, toutes récentes, viennent évidemment fragiliser, voire invalider la thèse qui commençait à être distillée par le régime saoudien, reprise du reste par Donald Trump, celle d'un tueur voyou, d'un tueur un peu hors contrôle, qui serait allé trop loin contre les consignes du régime. Voilà, c'est ce qui semblait, c'était des confidences qui avaient été faites d'un proche des dirigeants saoudiens, disant en gros la porte de sortie, c'est que ce qui s'est passé, c'est que c'est des gens qui ont dérapé. C'est pas encore exclu, je pense que le prince Mohammed Ben Salman et son entourage pourront encore très bien dire, mais moi j'avais simplement ordonné qu'il soit kidnappé et ramené en Arabie Saoudite pour que l'on règle nos comptes en famille, ce qui se fait assez fréquemment. La BBC avait diffusé il y a quelques mois une information selon laquelle un certain nombre
membre des différentes familles saoudiennes, s'était retrouvé dans un avion. Il pensait aller en Égypte et il s'était retrouvé à Riyad, en gros kidnappé contre leur gré pour être ramené en Arabie Saoudite. Et voilà, après les comptes sont réglés. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des assignations à résidence, des gens qui disparaissent, d'autres qui vont en prison. Donc voilà, l'Arabie Saoudite a toujours une porte de sortie parce qu'il y a un jeu très compliqué aussi de distillation des informations par la presse et le gouvernement turc. Alors ça, on va en parler. Qui distille sur la patte, mais ce n'est pas confirmé officiellement. Un petit point. Camille Lons, vous connaissez bien l'Arabie Saoudite. Le journaliste Jamal Khashoggi, est-ce que vous en aviez, donc qui travaillait pour le Washington Post, qui vivait aux États-Unis, vous en aviez entendu parler? C'est quelqu'un que vous aviez repéré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui, ce que vous savez? Oui, bien sûr. Enfin, on a travaillé avec Jamal Khashoggi aussi à l'ECFR. C'est quelqu'un qui était connu de tous les chercheurs et de tous les journalistes qui travaillent sur la région, qui avait un réseau très étendu à Washington et qui avait aussi un réseau très étendu à Riyad. On a tendance à présenter Khashoggi comme un opposant au régime, ce qu'il était, mais il faut quand même insister sur le fait qu'il avait une connaissance très intime des cercles les plus haut placés dans la famille royale saoudienne, sans faire partie de la famille royale, mais son père et son grand-père déjà connaissaient très bien la famille royale. Il était lui-même, il a travaillé pour Turki El Faisal, qui était à la tête des renseignements saoudiens pendant 20 ans. Donc il était, certains pensent même qu'il aurait travaillé éventuellement pour les renseignements saoudiens parce qu'il connaissait bien Ben Laden. En étant Washington Post, en étant journaliste Washington Post? Non, avant. Mais il a fait plusieurs interviews de Ben Laden qu'il connaissait bien. Donc certains pensent qu'il aurait pu travailler pour les services secrets saoudiens. Enfin, tout ça pour dire que il a une connaissance intime de ces réseaux-là et tout le monde le connaissait là-bas. Et s'il avait en effet une position d'opposant, c'était une opposition qui restait toujours assez modérée. D'accord. Thomas, tu as lu, toi, ce qu'il écrivait depuis longtemps dans le Washington Post. C'est quel type d'article? C'est quelle tonalité? C'était des analyses, ce que les Américains appellent des op-ed, c'est-à-dire où la personne donne son point de vue. Analyses, éditoriaux, mais informés. Voilà. Et ça faisait pas si longtemps qu'il avait commencé, ça faisait 1 an et demi depuis qu'il était en exil à Washington. Et c'était effectivement, comme le disait Camille, une opposition modérée. C'est-à-dire qu'il a approuvé un certain nombre de choses de la part de Mohammed Ben Salman, tout l'esprit réformateur avec lequel Mohammed Ben Salman s'est installé sur la scène internationale, son plan de réforme de l'économie, de désislamiser un peu le pays, enfin tout au moins revenir aux bases de l'islam, comme il disait. Khashoggi approuvait tout ça. Il a écrit. Par contre, il était critique en disant il faut plus de liberté, il faut plus de démocratie. Mais en même temps, et c'est ce que disait Camille, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui, durant toute sa carrière, a été journaliste, mais avec des allers-retours en tant que conseiller de membres importants, de dirigeants importants de l'Arabie Saoudite. Et c'est quelqu'un, dans une de ses chroniques, il disait « Oui, je me suis tué pendant des années, je n'ai rien dit parce que j'avais peur pour mon travail, j'avais peur pour ma famille, mais qu'on emprisonnait mes collègues journalistes, je me taisais, je n'aurais pas dû, maintenant je suis libre de parler, je le fais. » Mais c'est quelqu'un ce n'est pas un révolutionnaire, ce n'est pas un lanceur de bombes incendiaires, voilà, c'est quelqu'un posé, modéré. Après, il avait choisi de s'installer à Washington, qui est, moi j'y ai vécu 3 ans à Washington, c'est une petite bulle où c'est comme si on imagine une ville minière du nord de la France à la fin du 19e siècle. Et bien Washington, c'est la même chose autour du business du gouvernement. Tout le monde travaille autour du gouvernement, que ce soit la presse, les think tanks, les lobbyistes et les gens qui sont eux-mêmes au gouvernement. Où le Washington Post, tout le monde le reçoit sur sa porte le matin. Et Khashoggi vivait dans ce monde-là, il voyait tout le monde. Tous les journalistes américains qui couvraient le Moyen-Orient connaissait Khashoggi, avait son numéro de portable, le sondait, discutait avec lui. C'était une des sources les plus importantes de Washington, ce qui explique la réaction assez intense qu'il y a de la presse américaine. Il connaissait Khashoggi. Les élus au Congrès connaissaient Khashoggi. Et même un certain nombre de Saoudiens, de l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Washington, appelait régulièrement Khashoggi. Il le sondait lui aussi, il lui disait ne va pas trop loin, des choses comme ça. Donc c'était un notable. Nathalie Lons, c'est un personnage important du débat public, si on peut dire, en Arabie Saoudite. Oui. D'accord. Si on peut parler d'un débat public en Arabie Saoudite. Voilà, si on peut dire. Son assassinat,
finalement, est un nouvel épisode de ce qu'on peut bien qualifier de violence déchaînée de ce nouveau régime saoudien. Parce que finalement, la scène inaugurale de l'accession au pouvoir de Mohammed Ben Salman, c'est l'enfermement dans un hôtel de luxe, l'emprisonnement, si l'on peut dire, dans un hôtel de luxe, de toute une série de dignitaires et de ministres du régime saoudien. Comment vous voyez ça, vous ? Alors, ce n'est pas exactement la scène inaugurale, parce qu'il avait déjà aussi renversé Mohammed Ben Nayef, qui était donc le prince héritier avant lui, et qui était son cousin, et qui a été assigné à résidence aussi, enfermé de manière assez musclée. Et donc le passage de Mohammed Ben Salman au pouvoir s'est fait déjà de manière assez remarquée, c'est en juin 2017. Et oui, et après, ça s'inscrit en effet dans la continuité de cette année et demie de Mohammed Ben Salman au pouvoir, avec des positions très téméraires, très musclées. Il a donc enfermé, en effet, il a fait plusieurs vagues de purges de tous les types d'opposants, que ce soit au sein de la famille royale, donc en novembre 2017, mais aussi au sein des cercles des élites, du clergé et des élites business et économiques. Et donc, c'est en effet tout un processus de centralisation du pouvoir autour de lui. Et puis le Premier ministre libanais, Hariri, convoqué à Riyad, et là retenu. Est retenu à Riyad, et encore plus récemment avec les déclarations du Canada qui ont déchaîné une vague de violence soudaine avec rupture diplomatique à la clé. Donc on est face à quelqu'un en effet qui a su imposer très rapidement en un an une façon de pratiquer le pouvoir pour le moins musclé. Comment vous expliquez justement en un an et demi cette violence, ce qui n'était pas, je dirais, ce qui n'était pas le cas précédemment dans la vie politique saoudienne. On n'a pas je connais pas suffisamment, moi j'ai pas le souvenir de telles purges, de telles violences sur la scène publique. Ça fait clairement pas partie de la culture, on va dire, politique saoudienne. Oui. Normalement, par le passé, comme le disait Thomas, les Saoudiens ont eu tendance à régler leurs différends entre eux de manière consensuelle. L'argent du pétrole, souvent aussi, aidait à atténuer les tensions de certains princes, etc., à l'intérieur même de la famille. Et donc, ça a été un coup d'éclat qui a stupéfait tout le monde, y compris dans la famille royale. Le moment où il a enfermé ses propres cousins et un certain nombre de ministres et de princes et de gens très haut placés dans les cercles royaux, c'était quelque chose de totalement inédit. Ensuite, à la question pourquoi il agit comme ça, bon, il y a sûrement une partie qui est liée au personnage, une deuxième partie qui est que l'Arabie saoudite, aujourd'hui, fait face quand même à un certain nombre de défis économiques notamment et géopolitiques avec l'Iran, la guerre au Yémen, etc., face auxquels la position de Mohammed Ben Salman est d'agir de manière musclée et rapide pour tenter de répondre à l'ensemble de ces défis le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Thomas, toi, tu as beaucoup travaillé sur la guerre au Yémen, et Mohammed Ben Salman est vraiment un des acteurs principaux, a été parmi les farouches partisans de cette guerre, de son développement, de sa continuation, de son intensification. Oui, c'est lui qui la décide, puisque avant de devenir prince héritier, il est ministre de la Défense, en fait. Ouais. Donc, je crois qu'un poste qu'il a toujours aujourd'hui, en plus de sa casquette de prince héritier. Donc, ministre de la Défense, c'est lui qui, en 2015, décide de lancer des avions saoudiens en partenariat avec les Émirats arabes unis pour bombarder le Yémen. Et c'est une guerre dont tout le monde dit aujourd'hui qu'outre une catastrophe humanitaire, c'est un échec où les positions ne bougent pas, le pays s'effondre, mais il n'y a pas un camp qui l'emporte sur l'autre. Et néanmoins, Mohammed Ben Salman persiste. Il est hors de question, en Arabie saoudite même,
d'apporter la moindre critique ou le moindre questionnement par rapport à la guerre au Yémen. Il y a une chape de plomb là-dessus. Il faut pas en parler, il ne faut pas contester. Et voilà, donc c'est une de ces aventures, puisque en fait, comme le disait Camille, depuis qu'il est arrivé sur la scène internationale, il a multiplié les coups d'éclat. Le blocus du Qatar. Le blocus du Qatar, donc l'emprisonnement, l'enfermement en tout cas, et le fait qu'on leur a demandé de l'argent à un certain nombre de notables, le kidnapping de Rafik Hariri, la guerre au Yémen, une alliance avec Israël sur un nouveau plan. Voilà. Après d'autres choses qui, sur le papier, étaient bien, comme son plan Vision 2030 pour projeter l'Arabie Saoudite dans une économie post-pétrole, mais ça aussi, ça s'enlise. Donc en fait, il entreprend énormément de choses, mais il n'y a pas grand-chose qui marche, voire rien qui marche. Enfin, sauf l'assassinat du journaliste qui, effectivement, pour le coup, a malheureusement marché. Camille Lons, vous qui examinez de près justement cette nouvelle diplomatie régionale de l'Arabie Saoudite, vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez d'autres éléments? Non, oui, tout à fait. Sur la place aussi qu'il a voulu conquérir dans la région en accédant au pouvoir. La place qu'il a voulu conquérir dans la région, oui. En effet, cette place-là, c'est fait aussi, l'élément que j'ajouterais, c'est l'alliance avec les Émirats arabes unis qui a émergé et qui est en train de devenir cette espèce de puissance directrice dans le Golfe. Il faut savoir aussi que MBS, donc Mohammed Ben Salman, avait un petit peu pour mentor idéologique celui qu'on appelle MBZ, donc Mohammed Ben Nayef, qui est Ben Zayed, pardon, d'Abu Dhabi, et tous les deux ont de plus en plus créé une espèce d'alliance, surtout suite au déclenchement de la crise du Qatar. Ils ont proclamé, donc ils ont fait un certain nombre de partenariats stratégiques, politiques, économiques pour renforcer cette alliance, et ils projettent ensemble une puissance dans toute la région. La question est toujours de savoir à chaque fois, est-ce que qui dirige cette alliance? Est-ce que ce ne sont pas plutôt les Émirats aussi qui utilisent la dynamique saoudienne pour projeter leurs propres ambitions dans la région? Alors, on va poursuivre là-dessus, mais je reviens un petit peu en arrière sur une question que se posent beaucoup de gens. Sur les conditions de l'assassinat de Khashoggi. Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on a pratiquement en direct dans la presse turque les comptes rendus d'enquête des services turcs. Comment on peut expliquer ce choix très politique fait par le régime turc d'Erdogan de rendre public ça jusqu'aux détails les plus épouvantables? Les autorités turques sont restées encore assez discrètes en même temps sur la question. La Turquie est dans une position un petit peu compliquée par rapport à l'Arabie Saoudite. Il faut savoir donc qu'en ce moment, les relations entre la Turquie et l'Arabie Saoudite et les Émirats sont assez tendues parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats accusent la Turquie de soutenir notamment les frères musulmans. Et la Turquie s'est largement prononcée au moment de la crise du Qatar en soutien au Qatar. Elle a envoyé des troupes au Qatar, elle a fait en sorte de soutenir économiquement le pays qui était sous embargo. Ah d'accord, oui, donc il y a une vraie situation de contentieux, si je puis dire, ou de désaccord. Donc il y a des tensions certaines entre l'Arabie Saoudite et la Turquie. Mais du même point de vue, on pourrait dire aussi que finalement Erdogan a quand même ménagé un petit peu une porte de sortie aux Saoudiens. Il n'a pas non plus, il aurait pu totalement mettre à charge l'assassinat de Khashoggi sur MBS. Et il ne l'a pas fait autant qu'il aurait pu le faire. Et certains disent notamment qu'il y a une forme de respect quand même. Erdogan est musulman pratiquant, il y a quand même un respect de l'Arabie Saoudite en tant que pays qui accueille les lieux saints de l'islam, etc. Et donc, finalement, je serais un peu plus nuancée que ça. Mais... Oui, c'est qu'il y a un jeu ambigu de la Turquie qui, effectivement, donne plein d'informations en sous-main à la presse étrangère.
et publiquement ne dit quasiment rien. En termes politiques. En termes politiques, voilà. Mais on ne peut pas imaginer que les fuites venues des services turcs le soient sans feu vert des autorités politiques. La presse turque, dans chaque journal turc aujourd'hui, soit les journaux appartiennent, les médias même, appartiennent directement au gouvernement, soit à des amis, des proches d'Erdogan. Et il y a des censeurs dans chaque rédaction. Donc toutes les informations qui sont publiées sont approuvées. Mais il y a ce jeu de troupe, je pense, de pousser l'Arabie saoudite dans ses retranchements sans faire le pas de les accuser nommément. Alors, il y a plein de raisons pour ça, effectivement, ce que vous disiez sur la foi d'Erdogan, mais il y a aussi, voilà, il cherche aussi à s'arranger à l'amiable. La Turquie, l'économie turque ne va pas très bien, donc peut-être qu'ils essaient de négocier des prêts, c'est ce qui se dit aussi aujourd'hui, négocier des prêts aujourd'hui dans l'Arabie saoudite. Ouais. Erdogan n'est pas un grand amoureux de la liberté de la presse, donc voilà, quelque part, la mort d'un journaliste ne devrait pas le déranger plus que ça, mais il choisit d'en faire un peu un casus belli en sous-main, donc il y a une forme d'instrumentalisation aussi de la part du gouvernement turc dans cette histoire. Camille Lons, finalement, le fameux MBS, le prince héritier saoudien, il ne peut se construire depuis un an et demi qu'avec un seul soutien, qui est celui de Donald Trump. Comment vous analysez cette alliance et avec derrière, ça a été le discours de Trump à l'Assemblée générale des Nations unies, derrière un ennemi commun présenté comme l'État voyou absolu, c'est en tous les cas ce qu'a fait comprendre Trump devant l'ONU, c'est-à-dire l'Iran. Quel est ce jeu entre Trump et MBS de renfort ou de courte échelle mutuelle ? Trump a clairement fait de l'Arabie saoudite son partenaire privilégié dans la région. L'Arabie saoudite était déjà le partenaire privilégié des États-Unis de toute façon, mais Trump a fait le choix, après son élection, de faire son premier voyage à l'étranger en Arabie saoudite. Il a très rapidement montré des signaux très forts de soutien à l'Arabie saoudite. Donc, en effet, la présidence de Trump a été marquée énormément dès le début par ce lien avec les Saoudiens. Et est-ce qu'ils peuvent le lâcher après une telle affaire ? Ou est-ce qu'ils vont l'aider à se sauver ? Il est quand même très probable pour le moment que, et d'ailleurs on voit bien que Trump a tout de suite adopté cette espèce d'argument que MBS aurait pu ne pas... Voyou. Voilà, exactement. Donc on voit que les deux essayent de trouver une porte de sortie qui permette de dédouaner, d'enlever la responsabilité d'MBS dans cette affaire, parce que les deux pays ont besoin l'un de l'autre dans la région pour différentes raisons. Pour les États-Unis, l'Arabie saoudite est importante en termes de stabilité des prix du pétrole. D'ailleurs, Trump, plusieurs fois, a tweeté et demandé à l'Arabie saoudite de maintenir des prix du pétrole à des prix stables et plutôt bas, notamment avec le retrait des États-Unis de l'accord du nucléaire iranien et le retour des sanctions. On va avoir un nouveau retour de sanctions là, le 4 novembre. Oui. Et qui va probablement exercer une pression à la hausse sur les prix du pétrole. Et donc Trump demandait aux Saoudiens de jouer un petit peu de leur poids pour faire baisser ces prix. Donc ça, c'est pour l'élément économique. Mais après, il y a tout ce qui est l'importance de l'Arabie saoudite dans la région en tant que partenaire contre l'Iran, en tant que partenaire dans la lutte contre le terrorisme. Et pour les Saoudiens, l'importance des États-Unis est majeure. Et je dirais même que la relation est surtout importante pour les Saoudiens. C'est surtout les Saoudiens qui ont besoin des Américains. Il y a un autre pays qui a mis en scène, je dirais, sa proximité avec le régime saoudien, c'est la France. Oui. Et Thomas, tu as beaucoup travaillé là-dessus, sur les contrats d'armement, les coopérations économiques. Voilà, oui. C'est quelque chose qui avait commencé assez fortement sous François Hollande. On a beaucoup dit que Nicolas Sarkozy avait fait le pari du Qatar et que François Hollande a fait le pari de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Mais ce qui est clair, c'est que les ventes d'armes depuis 2013 ont été multipliées par, si je ne me trompe pas, par 6 en termes de montant à l'Arabie saoudite.
Aujourd'hui, ça dépasse, on est à 1,2 milliard d'euros, je crois, de vente d'armes effectives. Ce n'est pas des promesses, c'est des contrats qui ont été faits. Pareil pour l'approvisionnement en pétrole. Depuis que les sanctions ont été établies contre la Russie et que Poutine a des relations compliquées et conflictuelles depuis l'invasion de la Crimée et l'invasion partielle de la Géorgie, la France a aussi retourné et importe beaucoup plus de pétrole saoudien qu'auparavant. J'ai oublié les chiffres, mais ils sont dans un des articles de Mediapart. Oui. C'est un dossier qu'on peut retrouver sur Mediapart. Il y a cet aspect purement économique important. Et il y a aussi, je pense que Emmanuel Macron, comme l'administration américaine, en particulier le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ont fait le pari de MBS en se disant ce qu'il place à un modernisateur, voilà, on va faire le pari sur lui. Ils ont cru en son plan de réforme. Ils ont cru en son plan de réforme. Le jeune prince bouleversant le pays. Ils ont bu la potion magique avec lui, et à tel point que lorsque finalement MBS est venu à Paris au mois d'avril, les diplomates français étaient très fiers d'avoir réussi à arracher le fait qu'ils viennent en avril à Paris, parce que ce n'était pas prévu. Il passait 3 semaines aux États-Unis, où il a fait une tournée incroyable en rencontrant tous les patrons des grosses entreprises, tous les journaux, tous les hommes politiques. Et après, il devait éventuellement passer en Europe, mais ce n'était pas sûr. Et il a décidé de passer à Londres, et la France a tout fait pour le faire venir. Il s'est affiché avec Emmanuel Macron, qui était très fier, après d'avoir obtenu une conférence humanitaire sur le Yémen, de la part de MBS. Donc finalement, on demandait à celui qui bombarde le Yémen de nous aider à organiser une conférence où on va donner de l'aide humanitaire au pays qui est bombardé. C'était complètement absurde. Donc il y avait vraiment une forme... Oui, il y a eu un réel pari, à tel point que, pareil, la mort de Jamal Khashoggi, il a fallu attendre 1 semaine pour avoir un malheureux communiqué du Quai d'Orsay qui disait on est préoccupé. Moi-même, j'ai appelé le Quai d'Orsay vendredi dernier. Ils m'ont dit contentez-vous de ce communiqué. Puis finalement, le lendemain, ils m'ont envoyé quelque chose de plus développé pour finir par dimanche publier un communiqué commun avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, un peu plus musclé, en disant il y a un vrai problème, on va aller au bout de l'enquête, etc. Mais c'est très timoré, la réponse est très timorée. On est embarrassé. C'est presque comme si un membre de la famille, tout à coup, devient criminel, et voilà. Camille Lons, pour terminer, vous qui connaissez bien le fonctionnement du régime saoudien, c'est une chose éminemment compliquée et on ne peut pas tout connaître, mais est-ce que vous pensez qu'un tel scandale, le meurtre à Istanbul d'un journaliste saoudien travaillant pour le Washington Post, connu, comme vous l'avez expliqué tous les deux, de toute l'élite de Washington, monde économique, politique, journalistique, est-ce que ça peut faire tomber Mohamed Ben Salman? Comment ça peut se régler à l'intérieur du régime saoudien? Quel impact ça peut avoir? Pour être honnête, je pense que le régime saoudien n'a que faire de l'assassinat de Khashoggi, ou peut-être certaines personnes qui étaient proches de lui. Par contre, reste à savoir si certains pourraient utiliser sa vulnérabilité à l'international en ce moment à cause de cette affaire pour tenter de faire pression. Parce que quand même, l'image du régime, il va y avoir dans une dizaine de jours, une semaine, ce qu'on appelle le Davos du désert, grande réunion, acteurs économiques, politiques. Et bon, Thomas l'écrivait hier, beaucoup, en particulier de responsables de très grosses multinationales, ont annulé leur déplacement. Christine Lagarde, l'été ayant dernier, a annoncé qu'elle n'irait pas. Donc là, c'est quand même, ça devient un fait politique important. Il y a clairement, de toute façon, avant même l'affaire Khashoggi, une forte insatisfaction à l'intérieur de l'appareil d'État saoudien, surtout depuis la purge qu'il a opérée en novembre dernier. Et donc, en effet, il est possible que l'accumulation de difficultés ouvre la porte à certaines personnes qui sont opposées à MBS pour tenter de le déstabiliser. Il est prince héritier, donc par roi. Est-ce qu'on peut imaginer que le père reprenne la main? Il a repris la main, par exemple, sur certains dossiers comme Israël-Palestine. On a vu que le roi avait repris la main. Est-ce que, en effet, le roi va tenter d'utiliser un petit peu le fait qu'il est plus âgé, qu'il est plus respecté à l'intérieur du régime pour protéger MBS pendant un certain temps, le temps que l'affaire s'essouffle? C'est aussi une option qui est envisageable. L'avenir nous le dira. Bon, on va suivre tout ça. Merci beaucoup Camille Lons d'être venue. Merci Thomas. Et puis
On va suivre de près cette affaire et continuer donc articles et enquêtes à ce sujet.